Bienvenue au Bulletin des régions, une émission qui est réalisée grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Au sommaire pour vous cette semaine, en Matapédia, des consultations publiques sur le redécoupage du comté provincial de Matane-Matapédia. À Vaudreuil-Dorion, 250 postes étaient offerts lors du salon Emploi de qualité. À Saint-Jean-Port-Joli, le député caquiste Mathieu Rivet dresse son bilan de sa première année. En Haute-Côte-Nord, des frigos communautaires en libre service. Au bourg de Pabot, un apéro avec les nouveaux arrivants. À Baie-Saint-Paul, on inaugure un observatoire scientifique destiné au grand public. En Gaspésie et partout au Québec, une série d'émissions réalisées sur, pour et par les télévisions communautaires. Mais tout d'abord, on va se rendre aux Escoumins pour le vernissage d'une exposition consacrée à l'historique des pensionnats autochtones au Québec, un vernissage qui a été organisé dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. La Journée de vérité et de réconciliation était l'occasion de plonger tête première dans la culture autochtone le 30 septembre au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins. Visant à rendre hommage aux enfants qui n'ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à leurs familles et leurs communautés, cette journée est l'occasion de souligner les efforts de réconciliation avec les Premières Nations. Pour l'occasion, l'unité de gestion du Saguenay-Saint-Laurent de Parcs Canada a présenté une exposition sur l'historique des pensionnats autochtones au Québec. L'exposition, c'est une initiative qui a été faite par une stagiaire, une étudiante qui est membre de ma communauté. Elle s'appelle Ariane Desjardins. Ariane, durant son stage, elle a décidé de sa propre initiative de proposer au parc de commémorer à l'aide d'une exposition, un peu une exposition visuelle, une exposition photo des pensionnats et foyers autochtones qui ont été au Québec. Disponible jusqu'au 9 octobre, l'exposition raconte l'historique des pensionnats autochtones au Québec. On y retrouve des dates importantes de l'histoire ainsi que des photos des 6 pensionnats répertoriés dans la province, dont celui de Sept-Îles. La projection de court-métrage de la programmation Nos couleurs autochtones du Wapikoni Mobile était aussi au programme le 30 septembre. Le but de cette initiative est de permettre aux jeunes des Premières Nations de s'exprimer sur leur réalité et leur fond intérieur, selon M. Daniel Capistran. 1300 courts-métrages ont été réalisés jusqu'à maintenant. Une quinzaine de participants ont pu en apprendre davantage sur la culture autochtone par la présentation de plus de 10 clips vidéo. Passant du rire aux larmes, les spectateurs ont été à la fois émus, touchés, surpris et amusés de ce qu'ils ont vu à l'écran. Parmi les sujets abordés, on retrouvait notamment la cuisine de la bannique, le trouble du spectre de l'autisme chez une enfant de Pessamite, les vêtements autochtones, la fabrication d'un panier de frênes, ainsi que les valeurs des Premières Nations. M. Capistran est très satisfait de la participation du beau public qui était intéressé et ouvert à en découvrir davantage sur les communautés autochtones. Si les propositions de redécoupage des circonscriptions électorales se réalisent, l'Est du Québec aura de moins en moins de députés qui devront couvrir des circonscriptions de plus en plus grandes. Marc Baudouin de la TVC de la Matapédia s'entretient là-dessus avec le député Pascal Bérubé. Après le remaniement de la carte électorale en politique fédérale, voici que la Commission de la représentation électorale au provincial a déposé une proposition de modification de sa carte électorale. Les circonscriptions de l'Est du Québec sont dans la mire de ces changements. Pour mieux comprendre la situation, j'en discute avec Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Pascal Bérubé, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on va clarifier que cette proposition ne découle pas de la décision de l'abolition de la circonscription fédérale d'Avignon, la métisse Matane-Matapédia, mais bien d'une révision prévue par Élections Québec. Oui. Alors, la carte électorale, essentiellement, c'est ce qu'on appelle notre comté, notre circonscription. Dans le cas actuellement, celle que je représente, c'est l'entièreté de la Matapédia, l'entièreté de la métisse, l'entièreté de la Matanie. 45 municipalités. Les 3 MRC ont des points en commun. Elles sont voisines, évidemment. Elles font partie du Bas-Saint-Laurent au plan administratif, de la Gaspésie au plan touristique. C'est à peu près entre 45 000 et 50 000 citoyens.
C'est à peu près la moyenne qu'on va avoir au Québec. On divise la population totale par 125 comtés. À chaque 2 élections, on tient compte de l'évolution de la population, puis là, il y a une commission qui fait des recommandations. Évidemment, si la population augmente beaucoup dans d'autres régions, on peut penser qu'il va y avoir la création de nouveaux comtés. Si ça descend chez nous, on peut en perdre. Et c'est ce qui vient d'arriver. C'est-à-dire que nos voisins de Gaspé, le comté de Gaspé et le comté de Bonaventure, de la baie des Chaleurs, vont fusionner ensemble. Puis il y a une partie de la Gaspésie qu'on appelle la Haute-Gaspésie, de Cap-Chat à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, incluant Saint-Anne-des-Monts, qui s'en vient dans notre comté. Donc, on ajoute la Haute-Gaspésie à la Matanie, à la Matapédia et à la Métis. Puis dans le cas de la Métis, la MRC de Montjoly, on enlève 5 municipalités. Sainte-Luce, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Saint-Charles-Garnier et les Hauteurs. Je ne vais pas me tromper, c'est ces 5-là. Donc, c'est encore beaucoup plus de monde, mais aussi un plus grand territoire. Il y a un journaliste de la presse qui l'a calculé hier entre Sainte-Luce, en fait, entre Sainte-Flavie, que maintenant, il faut que je m'habitue. Si ça fonctionne, malheureusement, ça va être ça. Entre Sainte-Flavie et Sainte-Madeleine-la-Rivière-Madeleine, sur le bord du littoral, 234 km. C'est beaucoup. C'est comme à peu près Québec-Montréal. Okay. Ça, c'est uniquement un comté. Donc, une fois que c'est proposé, ben, on peut l'accepter ou pas. On comprendra que moi, je ne l'accepte pas parce que c'est un idéal de proximité que j'ai avec les citoyens, puis je vais être encore moins disponible, pas parce que je ne veux pas, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de territoire à faire. Oui, c'est ça, justement. C'était ma prochaine question. C'est un changement comme ça représente quoi pour notre circonscription à nous? Mais là, tu viens de le dire, c'est la distance. Ça va être beaucoup plus grand à couvrir. Oui. La population, ça va. C'est-à-dire que quand les gens ont besoin de nous rejoindre, ils peuvent téléphoner, ils peuvent nous écrire, on va faire avec comme les autres. Mais on sait déjà qu'il y a beaucoup plus de citoyens qui font appel à leurs députés en milieu rural. Ça, c'est une vérité. L'autre enjeu, c'est que comment on s'organise? Nous, on n'a pas tant de moyens que ça pour ouvrir un bureau dans chacune des MRC. Moi, j'ai fait ce choix-là. Mais il y a des conséquences à ça. D'avoir une personne à temps plein par MRC, mon bureau d'Amqui, de Montjoly, puis Matane, une des conséquences, c'est que j'ai personne à Québec. Et il y a beaucoup de députés qui ont des adjoints à Québec. Là, est-ce qu'il va falloir ouvrir un autre bureau à Saint-Anne-des-Monts? Puis quand je vais être invité à une activité à Mont-Louis, puis il y en a une en même temps à Montjoly, il va falloir faire des choix. Donc, on va passer notre temps dans le chemin, c'est le cas de le dire, pour rencontrer les gens. Et c'est tellement vaste et c'est tellement différent les enjeux qu'on recule, là, on n'avance pas. Donc, moi, je plaide pour qu'on maintienne ce comté-là, même s'il est déjà très complexe. J'ai déjà dit à cette tribune que c'est un des comtés les plus difficiles à représenter au Québec. Imaginons en ajoutant une MRC complète gaspésienne. L'autre enjeu, c'est que 2 régions administratives, 2 C3S dans le domaine de la santé différents. Okay. Là, ça rend des choses vraiment très complexes. Donc, c'est pas une bonne chose pour la population de la Matapédia, ça, c'est sûr. Okay. Là, comme on en discute, c'est pas la première fois qu'il y a des révisions, qu'il y a des propositions, mais est-ce que c'est la première fois que l'Est du Québec on propose autant des gros changements? Non, la preuve, ma présence en témoigne, parce que de 2007 à 2012, moi, je représentais la MRC de la Matanie et de la Haute-Gaspésie. La carte électorale a changé. Donc, ce qu'on appelait le comté de Matane a disparu. Okay. La Matanie s'est fusionnée avec la Matapédia puis la Métis. Ça a donné un nouveau comté à partir de l'élection de 2012. C'est comme ça que je suis arrivé dans la Matapédia. Et là, ça serait comme un retour où la Haute-Gaspésie revient avec la Matanie. Et là, c'est le double. C'est-à-dire que là, on gagne, en fait, aussi la Matapédia puis la Métis. C'est très grand, c'est très complexe. C'est à peu près 50 municipalités différentes, 50 maires et mairesses différents qui plaident. Imaginez, c'est du sport. Alors, 50 conseils municipaux aussi. C'est vraiment énorme. C'est décourageant de voir que c'est présenté. Alors, il y a une façon de se faire entendre, c'est-à-dire qu'il y a une audience de la Commission de la représentation électorale qui aura lieu le 25 octobre à Matane, au club de golf. Il faut s'inscrire sur le site d'Élections Québec. Puis on peut déposer un mémoire, on peut aller se faire entendre, on peut assister à l'audience aussi. Donc, ça va être intéressant. Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, c'est juste une proposition. C'est quoi les autres étapes par la suite? Là, il va y avoir des audiences publiques, mais après? Oui. Donc, la commission, c'est 3 personnes, incluant le directeur des élections. Ils vont écouter les avis sur la carte électorale. Ils vont voir s'il n'y a pas des contre-propositions. Ils vont refaire une autre carte électorale
une autre proposition en tenant compte des audiences, puis après, ben, c'est pas mal fini. Même si on dit que c'est les députés qui vont l'adopter à la fin, c'est pas mal là que ça se termine. Donc, la dernière fois, on avait plaidé le maintien du comté. Ça n'avait pas fonctionné, mais le comté qui était proposé à l'époque, je me souviens, là, c'était à peu près de Saint-Ulrich à Gaspé. Finalement, c'est devenu Matane-Matapédia-Métis. Donc, ils ont changé la configuration. C'était moins pire, mais c'est autant de monde quand même. Là, moi, ma proposition est simple. Maintenons le comté tel qu'il est présentement. Pas tant pour moi que pour le service aux citoyens. Je pense que c'est la chose à faire. Les Gaspésiens m'ont plaidé aussi parce qu'il y aura une audience à Gaspé la veille, je pense. Okay. Ça va être un comté immense qui commencerait à Grande-Vallée, qui irait jusqu'au... Si on fait le tour, jusqu'au plateau de la Matapédia. Donc, on fait le tour de la Gaspésie. C'est épouvantable. Okay. C'est très grand, très complexe. Puis les Îles-de-la-Madeleine, ça demeure un comté à part parce qu'ils ont un statut particulier. Okay. Puis le comté de Rimouski, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagnerait 5 municipalités qui sont dans la métisse. Donc, c'est une autre problématique. Je représente une MRC, mais cette MRC-là est représentée par 2 députés, Rimouski puis Matane-Matapédia. Ça aussi, c'est un non-sens. Est-ce que les députés ont quand même un pouvoir dans la décision? Parce que quand on compare avec le côté si on compare du côté du fédéral, j'ai l'impression que les commissaires ont décidé ça. Les députés avaient beau être contre, ça a passé quand même. Est-ce que ça va être un peu le même principe du côté provincial? Ultimement, oui, mais la CAQ a la majorité. Est-ce qu'eux vont dire « Ouais, mais là, les nouveaux comtés créés sont peut-être dans des zones intéressantes pour la CAQ? » Il y a de ça aussi parfois. Hein? Okay. Donc, j'imagine qu'ils vont écouter aussi leurs députés gaspésiens qui sont de la CAQ, qui disent qu'ils plaident pour le maintien. Mais si on a 125 comtés et rien bouge, ça va être dur de faire les arbitrages. C'est-à-dire que ça va rester tel quel, mais je ne penserais pas. Parce qu'il y a des comtés qui sont très populeux, puis d'autres qui sont beaucoup moins. Sur la Côte-Nord, par exemple, les 2 comtés sont en deçà de ce qui devrait être. En Abitibi aussi, Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, on vient encore frapper l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Je pense que le directeur des élections va devoir s'expliquer. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, on a déjà perdu un comté il y a à peu près 10 ans. Ensuite, au fédéral, on perd un comté. Je sais, à un moment donné, qu'est-ce qui va rester dans l'Est du Québec? Il ne va rester qu'un seul comté. Ça va être 2 classes de députés. Les députés normaux, puis le député de l'Est du Québec, qui va travailler beaucoup plus que les autres. Et je tiens à rappeler au passage que je suis le député le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Même si je suis là depuis des années et même si j'ai le meilleur résultat électoral au Québec. Pourquoi? Parce que la CAQ a fait en sorte de donner des promotions d'abord à ses députés gouvernementaux, puis pas à l'opposition. Je m'en plains pas. Je dis juste que malgré les résultats que j'obtiens, je suis le moins bien payé de l'Assemblée nationale. Puis en plus, on ajoute cette charge-là. À un moment donné, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de comment on veut faire la représentation des citoyens correctement si on n'a pas de moyens, puis si en plus on élargit constamment le territoire, le Saint-Gérard. Parce que aussi, si on est moins bien représenté, ça va être plus difficile d'obtenir des choses quand on va en avoir de besoin. Oui, et oui. Puis déjà, je vous le dis, la 45 municipalités, c'est très complexe. C'est plus que du temps plein, c'est du 7 jours sur 7. La Haute-Gaspésie, c'est une région qui historiquement a besoin de beaucoup d'attention, puis qui pourrait avoir, quant à moi, un député à temps plein, tellement c'est important ce qu'ils vivent. Mais là, on les ajoute à 3 autres MRC. Ça ne rendra pas justice à ce qu'ils ont besoin comme attention. Je les connais bien, moi, c'est la moitié de ma famille est originaire de là, puis je les ai représentés pendant 5 ans. Donc, au niveau des consultations publiques, c'est ouvert à tous? Les gens, s'ils veulent suivre le dossier, veulent savoir ce qui se passe, peuvent assister aux consultations publiques? Oui, ils peuvent s'inscrire, ils peuvent, comme je disais, déposer un mémoire, ils peuvent s'exprimer oralement ou ils peuvent assister, puis probablement même en ligne, ça va être possible de le faire. Okay. Donc, Matane, c'est le 25, mais il y a comme 2 moments. Il y a à 14 h l'après-midi, puis à 19 h le soir. Parfait. Toujours très intéressant, mais en même temps préoccupant aussi. Moi, je suis déjà passé par là il y a quelques années, en espérant qu'on va pouvoir plaider puis se faire entendre pour maintenir cette circonscription. Oui. Donc, on n'avait pas besoin de ça à travers tout le travail qu'on a, mais on va le faire quand même. On va plaider à nouveau. C'est ça. Parce que là, on a perdu du poids politique au fédéral. Ça serait décevant d'en perdre aussi au niveau du côté provincial. Merci, Pascal. C'est moins compliqué. Oui. Ça fait plaisir. Puis la Matapédia, bien, déjà que c'est une MRC sur 3 du comté. Une MRC importante, mais une MRC sur 3. Si ça devient une MRC sur 4, c'est sûr qu'il y a un impact pour la Matapédia. Puis moi, le type de député que je souhaite être, le type de présence,
ça ne sera pas aussi efficace. Pas parce que je veux pas, parce que le comté va devenir gigantesque. À suivre. Oui, tout à fait. Bien, merci Pascal pour ces explications-là. C'est sûr qu'on va se reparler dans le dossier, on va faire le suivi, puis on va tenir la population au courant. Avec plaisir. Merci. Donc, je vous rappelle, il va y avoir des consultations publiques concernant le redécoupage électoral. Donc, ça va se passer le 25 octobre au club de golf de Matane, à 2 moments dans la journée, à 14h et 19h. Alors, si vous voulez y assister, c'est possible. Chantal Bédard de CSUR.TV nous rapporte que des employeurs réputés étaient présents au Salon Emploi de qualité à Vaudreuil-Dorion avec plus de 250 postes à pourvoir. Le 5 octobre dernier se tenait au Centre multisport André Chagnon à Vaudreuil-Dorion le 3e Salon Emploi de qualité. L'événement, organisé par la Table de concertation pour l'emploi de Vaudreuil-Soulanges, s'avérait le rendez-vous des chercheurs d'emploi avec plus de 250 postes à pourvoir dans la région. Comment ça va l'emploi dans Vaudreuil-Soulanges? On est en très grande croissance. Depuis 2006, dans la région de Montréal, après la MRC des Moulins, c'est Vaudreuil-Soulanges qui a vraiment le plus grand accroissement du nombre d'emplois. On parle de plus de 4 500 employeurs pour 50 000 emplois. Donc, on est quand même rendu un pôle important de l'emploi dans les couronnes de Montréal. On a quand même, à travers tous les employeurs présents, 220 titres de postes différents. Donc, on est à la recherche de plus de 500 employés dans nos entreprises. C'est un salon qui s'appelle le Salon des emplois de qualité, parce qu'on a des employeurs de qualité. On parle de quel type d'emploi? Très large, des professionnels, des gens, oui, des manufacturiers. On a le centre de service scolaire, le futur hôpital qui est ici, qui recrute de façon très, très large. Alors, il y a de tout pour tout le monde. On parle de quel type de clientèle sur le territoire? Bien, en fait, toutes les clientèles aujourd'hui sont représentées, autant les personnes diplômées que non diplômées, les personnes plus jeunes ou plus vieilles, expérimentées ou non. Donc, je pense qu'il y a une belle variété, là, il y en a pour tous les goûts. Comment qu'on les soutient? Quelle aide peuvent-ils recevoir? Oui, bien, on est 4 organismes dans le comité organisateur. On a Réseau, Carrefour Jeunesse Emploi de Vaudreuil-Soulanges, CEMO, SDEM et PS Jeunesse. Puis on est là autant au salon pour les accompagner, pour les diriger vers les employeurs, parce que des fois, ça peut être un peu gênant d'approcher les employeurs. On ne sait pas trop c'est quoi les postes. Fait que nous, on est là, on connaît les postes, on les amène on les dirige vers les différents employeurs. Puis, on les aide aussi au niveau de la préparation, comment aborder tout ça. D'aujourd'hui, c'est notre 3e de l'année. On a tenu le Salon de l'emploi à Coteau-du-Lac en février, au printemps en avril à l'île Perrot. Aujourd'hui, à Vaudreuil-Dorion, c'est notre plus gros salon. C'est un salon qui est inégalé même avant la pandémie. Alors, c'est le plus gros salon aujourd'hui. Et en novembre, on est en train de pouvoir organiser un salon de l'emploi à Rigaud. Une journée des plus productives puisque plus de 600 personnes ont eu la chance de présenter leur CV à l'un des 45 employeurs présents. Je m'entretiens maintenant avec Marie-Ève Lamonde de CEMA TV. On va parler un peu de ce qui se passe dans la région chez vous. Marie-Ève Lamonde, bonjour. Bonjour, Martin. Merci d'être avec nous, qu'on puisse faire un petit peu le tour de 2 sujets d'actualité chez vous. Tout d'abord, la semaine dernière, à Montmagny, se déroulait la Grande Marche. Comment ça s'est passé, cette Grande Marche?
La Grande Marche, ça s'est très, très bien passé. Encore une fois, on parle pas de record cette année, mais d'une belle participation. Je dis pas de record parce que l'année dernière, on avait quand même 1300 marcheurs qui avaient participé. Cette année, 955 personnes s'étaient inscrites. C'était samedi dernier, donc le 14 octobre, que se déroulait la Grande Marche et qui partait pour la première fois cette année du côté du parc Saint-Nicolas. D'ailleurs, dans les éditions précédentes du Bulletin des régions, on vous avait fait parvenir un reportage qui se déroulait du côté du parc Saint-Nicolas où on parlait de cette grande marche qui se déroule quand même, cette grande marche, dans 106 municipalités au Québec. Et ce qui est intéressant pour nous, et on en est bien, bien fiers, on se pète un peu les bretelles avec ça, c'est que cette année, il y a 17 médecins membres de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-du-Sud qui ont marché avec les citoyens et citoyennes, ce qui a permis à la ville de Montmagny de rentrer dans le top 10 des villes, des municipalités qui ont le plus de médecins qui ont marché avec eux et le plus de participants aussi, donc sur les 106 municipalités participantes. On est bien sûr aussi dans le top 5 des villes ayant rallié le plus de médecins à son événement. Donc vraiment, là, on est fiers encore une fois pour cette 6e édition de la participation des gens. C'était une journée absolument magnifique. Et le comité organisateur était composé de la ville de Montmagny, des enfants de cœur, du groupe de médecine familiale de Montmagny et de la Société de développement économique de la région. Les enfants de cœur, c'est le groupe de cyclistes qui participe depuis plusieurs années au Grand Défi Pierre Lavoie. D'ailleurs, l'année dernière, la ville de Montmagny avait été nommée la ville la plus accueillante du Grand Défi Pierre Lavoie. Ça avait permis de donner 25 000 $ pour la ville. La Grande Marche est également associée à la Fondation Pierre Lavoie, hein? C'est bien ça. Exactement. Donc, c'est associé. Et le Grand Défi, donc, ça avait permis à la ville de Montmagny d'amasser 25 000 $ qui vont aux saines habitudes de vie. Et les enfants de cœur, depuis 2014, ceux qui participent à tout ça et qui organisent tout ça, ils ont remis 350 000 $ dans la région, dans les différentes écoles et pour différents projets là, pour les saines habitudes de vie. Donc, les gens sont conscientisés et ça marche dans la bonne direction. Et les gens contribuent aussi généreusement, d'après ce qu'on peut entendre. Une dernière question là-dessus. Est-ce que le lieu de départ de cette grande marche cette année, est-ce que c'est un nouvel aménagement, ça, dans la municipalité de Montmagny? Parce qu'on dit un nouvel endroit pour le départ, là. C'est un nouvel endroit pour le départ, mais le parc Saint-Nicolas existe depuis plusieurs années. Et c'est une belle histoire, ce parc-là. C'est un endroit qui était vraiment laissé à lui-même depuis plusieurs années. Et il y a des gens du quartier, des bénévoles qui se sont mis ensemble pour nettoyer tout ça. Par la suite, ça a donné vraiment un très, très beau parc. Là, et par la suite, la ville l'a racheté et s'occupe maintenant de l'entretien et organise différents jeux, il y a différents sports. Il y a des installations qui ont été ajoutées, des installations ajoutées, entre autres, par les dons via le défi Pierre Lavoie. Via les activités, oui, c'est ça? Oui, il y a absolument de très, très belles activités. C'est un peu le Central Park de Montmagny. Bon, et puis on suppose que les prochaines grandes marches partiront de là encore une fois parce qu'il semble que c'est un beau succès cette année. Absolument, il y a de grandes chances. Ce que permet le parc Saint-Nicolas, c'est que le parc Saint-Nicolas a un trajet d'environ 2,5 km. Donc, comme cette année, on permettait à la Grande Marche 2 choix. Un choix d'un trajet de 2,5 km et le choix de 5 km. Bien, on commençait en faisant le tour du parc avant d'aller faire le tour dans la ville, comme on peut le voir là, sur les images ici présentement. Donc, c'était vers la fin de la marche. Là, il y a 3 ponts à Montmagny. Donc, vous voyez les gens qui se promènent d'un pont à l'autre. Je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Donc, on voit vers la fin de la marche et on va s'en aller vers l'autre pont qu'on va voir là, le long de la rivière. Ben, c'est la jonction de 2 rivières ici, à vrai dire. Et là, on voit qu'il y a des gens qui marchent et qui s'en vont vers le parc à nouveau. Donc, un endroit boisé, vraiment très, très beau. Ça a permis... c'est un endroit idéal pour marcher. Il y a des marcheurs à l'année. Alors, on voit effectivement dans vos images que c'est un lieu de toute beauté. Mais parlons maintenant, si vous voulez bien, de votre député de la CAQ. On a souligné partout un peu là, la première année suite à l'élection du gouvernement majoritaire de François Legault. Et votre député, qui s'appelle M. Mathieu Rivet, de votre côté, a décidé de faire un bilan. Qu'est-ce qui en ressort, grosso modo?
Je vais laisser le reportage qui suit dans quelques instants vous dire qu'est-ce qu'il y en est de ce bilan, parce que le reportage est vraiment très complet, fait par un de nos collaborateurs, M. Mario Lacombe, pour vous dire que Mathieu Rivet a été élu il y a maintenant 1 an. Il est député caquiste, député de la Côte-du-Sud, donc vous l'aurez compris, député provincial. Et comme plusieurs députés caquistes lors des dernières élections, il a été élu avec près de 50% des voix. Donc, une année, somme toute, qui s'est assez bien passé, mais il y a de gros dossiers sur la table et justement, on va en parler dans le reportage qui suit. Bien. Marie-Ève Lamonde de CEMA TV, merci beaucoup. On écoute votre reportage et je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Martin. Merci. C'est vendredi dernier, à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, devant une centaine de personnes que le député de la CAQ pour la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, accompagné de son équipe, nous présentait son bilan après 1 an en poste et ses objectifs pour les mois et les années à venir. Outre les grands objectifs de la CAQ qu'il endosse, comme les baisses d'impôts, la bonification des logements sociaux, une place en garderie pour tous et la transition énergétique, le député Rivet s'est donné comme mission de faire rayonner la Côte-du-Sud, de la rendre attrayante et d'en faire une voix incontournable à l'Assemblée nationale. Plus localement, le député entend bien continuer à mettre de l'avant les principaux dossiers qui préoccupent notre population, entre autres l'accessibilité au cellulaire partout sur la Côte-du-Sud. En fait, mon collègue Gilles Bélanger, qui est député de Harford, travaille actuellement sur le dossier, tout comme la première partie qu'on a réalisée ici, dans le comté, lorsque la CAQ a été élue, il y a eu le volet plus d'Internet haute vitesse, en rappelez-vous. Puis c'était un mandat, c'était un engagement électoral, tout comme dans la dernière année. Aussi, le cellulaire est un engagement électoral. Encore, il y a quelques minutes, des élus là, de notre milieu, de Côte-du-Sud, m'ont parlé là, de cet enjeu important-là pour Côte-du-Sud, moi-même comme citoyen de Côte-du-Sud, partout au Québec. Vous allez voir, là, il y a des éléments là, qui sont annoncés actuellement. Il y a quelques centaines de tours qui sont nécessaires. La cartographie des lieux où est-ce qu'il y a des problématiques un peu partout sur le territoire viennent de se terminer. Puis j'ai bien confiance en mon collègue Gilles Bélanger qui puisse trouver la façon de pouvoir aller chercher le budget nécessaire pour qu'on puisse réaliser cet enjeu important-là pour Côte-du-Sud, mais pour partout au Québec. C'est la même réalité. Le dossier du complexe sportif et culturel de Montmagny est aussi dans ses priorités. Bien, écoutez, moi, de mon côté, je travaille activement avec l'ensemble des partenaires, particulièrement la MRC et le Centre de services scolaires. On a d'ailleurs rencontré Bernard Drainville dans les dernières semaines. Je pense que le travail que j'ai pu réaliser dans la dernière année avec l'ensemble des acteurs, ça a été de se dire comment faire pour faire que ce projet-là puisse être mis dans des programmes normés. C'est des programmes qui existent, auxquels on peut postuler pour des infrastructures de loisirs, mais aussi des infrastructures culturelles. Puis moi, aujourd'hui, j'ai envie de souligner le travail qui est fait par les chambres de commerce, par notre milieu, par la ville, par la MRC, par l'ensemble des acteurs, par le privé aussi, des entreprises qui aujourd'hui lèvent la main et qui disent « Hey, nous autres, à Montmagny, là, puis pour l'îlet-Montmagny, on souhaite ce projet de complexe culturel et sportif-là » et qui s'investissent et qui mettent l'épaule à la roue pour y arriver. Je vais faire la même chose, je collabore avec eux, puis j'ai bonne foi qu'on ait réussi à pouvoir le placer dans des programmes, entre autres un qui s'appelle le PAFIR SPA, où il y aura possibilité d'aller chercher un 20 millions sur l'ensemble du projet. Donc, je pense que les éléments arrivent à être très concrets actuellement, puis il s'agit maintenant de se croiser les doigts et de travailler tous ensemble pour que ce projet-là voit le jour dans les meilleurs délais possibles. Mathieu Rivet nous a aussi parlé du développement futur du parc éolien dans l'arrière-pays. Bien, concrètement, dans les dernières semaines, il y a eu des annonces qui ont été faites dans les hauts pays, si on veut, de Montmagny et l'îlet. Il y a d'autres éléments qui s'en viennent. On sait que le développement éolien, c'est quand même quelque chose qu'on croit, qu'on souhaite se réaliser. C'est des enjeux qui sont assez compliqués, je vous dirais, là, qui sont travaillés par les MRC, par les municipalités concernées. Donc, on va laisser le temps, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'avoir assurément d'autres nouvelles au niveau du développement éolien dans notre région. Une des préoccupations du député est aussi l'accès aux soins de santé. Bien, actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que le projet de loi 15, au niveau de la santé, mon collègue Christian Dubé travaille ardemment là, pour faire de Santé Québec quelque chose qui va révolutionner l'histoire du Québec au niveau de la santé. C'est un grand besoin. Puis moi, ce qui me touche, là, vous disiez qu'on veut parler vraiment de Côte-du-Sud, bien moi, de savoir qu'il y a des comités de vigie, des comités comme Mes Soins Resti, entre autres, à la Pocatière, avec qui j'ai collaboré, puis avec qui j'ai écouté de nombreuses fois
les éléments qui leur touchent au quotidien, qui touchent les médecins au quotidien et qui touchent le service aux citoyens à cet hôpital-là, entre autres, mais aussi à Montmagny, de vous dire le travail qu'ils réalisent. Puis moi, mon objectif, je l'ai dit aujourd'hui, j'ai 5 objectifs particuliers ici en Côte-du-Sud, dont un qui est de permettre la voix citoyenne. Puis ça, la voix citoyenne, c'est soit la réalisation de mémoire dans les consultations qu'on a et aussi au bureau de députés d'être à l'écoute de nos enjeux. Donc, au niveau de la santé, je suis très fier de vous dire aujourd'hui que mes soins Resti, entre autres, ont réalisé un mémoire qui a été déposé directement au bureau de Christian Dubé, puis qu'on va faire cheminer et que la voix de Côte-du-Sud à l'intérieur d'un hôpital de région, tel celui de Montmagny ou celui de la Pocatière, puisse être entendue. Puis moi, c'est le travail et les objectifs que je me donne de réaliser avec mes collègues à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, sur ce sujet, le député n'a pas manqué de souligner la visite prochaine du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, à Montmagny, le 28 novembre prochain. Finalement, un dossier qui lui tient particulièrement à cœur, la culture et ses relations avec le ministre concerné, Mathieu Lacombe. Moi, d'accompagner Mathieu Lacombe au quotidien au niveau de la valorisation de notre culture et de notre identité culturelle, vous avez raison, il y a une protection à avoir de la langue française, de nos organisations. On est ici, là, au Parc des Trois-Bérets, avec la COFEC que je viens d'honorer en remettant une médaille de député à leur projet culturel qu'ils réalisent ici dans notre milieu. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut aller. Il faut mettre de l'avant cette valorisation-là de qui on est et du travail qui est fait chez nous. C'est à ce à quoi moi je veux faire pour Côte-du-Sud. D'accompagner Mathieu au quotidien, je vais vous dire que c'est un beau grand défi. En plus de sa participation à différentes commissions, entre autres sur l'aménagement du territoire, la commission sur la culture et l'éducation et celle des transports et de l'environnement, le député promet une grande visibilité dans le comté et l'implication assurée de lui et son équipe dans les grands dossiers régionaux de la Côte-du-Sud. Mario Lacombe à Saint-Jean-Port-Joli pour CMA TV. L'Association pour la protection des intérêts des consommateurs, l'APIC Haute-Côte-Nord, récoltait la semaine dernière des dons en argent et des denrées non périssables pour garnir les 4 frigos communautaires libre-service sur le territoire de la Haute-Côte-Nord. Joanie Gaudreau, de la Télévision du Littoral, nous explique. La Semaine de la solidarité bat son plein du 10 au 16 octobre partout au Québec. Sensible aux difficultés financières de la population qu'elle dessert, l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs Haute-Côte-Nord a récolté des dons en argent et en denrées non périssables le 10 octobre aux Galeries Forestville. Cette initiative a été organisée pour la première fois par l'APIC Haute-Côte-Nord pour soutenir les citoyens de Colombier à Longrive. C'est la Semaine de la solidarité. On ramasse des dons pour les banques alimentaires du 10 au 16 octobre. Dans chaque municipalité, ils vont ramasser des dons. Nous autres, c'est pour les frigos communautaires dans le secteur Est, ici. En collaboration avec le Câble Nordais, les autres vont faire la distribution des denrées alimentaires. Les dons en argent ou en denrées qui ont été récoltés tout l'après-midi seront redistribués dans les frigos communautaires de Colombier, Forestville, Portneuf-sur-Mer et Longrive avec la collaboration du Centre d'action bénévole Le Nordais. Il y a beaucoup d'insécurité alimentaire avec les taux d'inflation. On sait tout, les prêts hypothécaires, tout augmente. La nourriture est très chère, fait que les gens ont de la misère à payer le loyer. Fait que nous autres, on facilite, on nous aide en les nourrissant aussi. Puis tout le monde a le droit à être nourri. Pour la directrice générale du Centre d'action bénévole Le Nordais, Marie-Ève Boivin, l'initiative de l'APIC Haute-Côte-Nord est appréciée et nécessaire. Nous, là, principalement, là, nos donateurs pour les denrées périssables qu'on reçoit et non périssables, c'est ici Provigo qui nous font la majorité des dons qu'on reçoit. Mais assurément que si on en avait plus, on pourrait garnir les frigos encore plus. Rappelons que les frigos communautaires sont en formule libre-service. Les utilisateurs peuvent venir chercher des denrées sans passer par le Câble Nordais. C'est un libre-service. Les gens peuvent aller servir, là, aller chercher ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Présentement, par contre, la majorité des frigos communautaires sont à l'intérieur. Comme chez nous, à Forestville, c'est à la friperie du Nordais. Il y a des places que c'est dans les municipalités. Aux Escoumins, c'est au centre de dépannage des Nord-Côtiers. Donc, il faut regarder les heures d'ouverture, par contre, là, des différents emplacements. Les frigos se vident à tous les jours pratiquement, là, une fois qu'ils sont... Nous, on essaie d'en mettre à tous les jours, du moins pour celui de la friperie. Et puis, en fin de journée, il n'y a plus rien, là. Les gens ont vraiment des besoins, là. Ça les aide énormément là, dans leur quotidien. Toute la population peut également y déposer des denrées achetées à l'épicerie ou encore cuisinées à la maison. Dans ce dernier cas, il suffit d'indiquer ce qui se trouve dans le plat apporté et de préciser les aliments allergènes.
Fidèle à son habitude, la population a été généreuse pour les plus démunis de notre secteur, ce qui a réjoui toutes les participantes à la campagne intitulée « Mettons les bouchées doubles ». Le logement, l'intégration et la démographie étaient au cœur des discussions lors d'un apéro avec des nouveaux arrivants, nous rapporte Thierry Haroun de la télévision du Rocher-Percé. Lors d'un événement organisé tout récemment par le Réseau en développement social Rocher-Percé, la démographie, l'intégration et la diversité sont des sujets qui ont été abordés. C'est au bourg de Pabot que se tenait l'apéro du réseau qui avait pour slogan « Maintenir la flamme ». Une bonne trentaine de personnes s'y sont rassemblées pour échanger, réseauter, tisser des liens avec des intervenants et des nouveaux arrivants autour d'un feu, boissons et nourriture. Bref, une ambiance conviviale pour mieux traiter d'enjeux aussi névralgiques que le logement, l'intégration et la démographie. Cet événement se veut convivial, agréable et informel, selon Myriam Carbonneau-Giroir, qui est agente de développement social au réseau. Stéphanie Roy, de son côté, travaille pour le CJE Option Emploi du Rocher-Percé. Elle indique que son organisme collabore étroitement avec le réseau. Et Laurence Gratton, originaire de Trois-Rivières, rencontrée sur place, est justement une nouvelle citoyenne dans la MRC du Rocher-Percé qui travaille depuis la fin juillet à l'hôpital de Chandler. Son intégration se passe bien, mais n'est pas sans défi. À noter que sur place, de grandes banderoles indiquaient qu'entre 2011 et 2021, alors que la population du Québec a augmenté de 7 %, celle de la MRC du Rocher-Percé subissait une diminution d'environ 4 %. Par contre, et bonne nouvelle, depuis 4 ans, le solde migratoire de la MRC est positif. On y apprend aussi que l'âge médian sur le territoire de la MRC est actuellement de 55 ans, comparativement à 37 ans en 1996. Et qu'en 2021, pour 100 personnes en âge active, soit de 20 à 64 ans, la MRC du Rocher-Percé comptait 85 personnes à charge, alors qu'en 2041, l'Institut de la statistique du Québec prévoit que pour 100 personnes en âge d'être actives, 115 personnes seront à charge. Voici les entrevues que j'ai réalisées sur place. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Myriam Carbonneau-Giroir, je suis agente de développement social au Réseau en développement social. Génial. Dites-moi, il y a un événement aujourd'hui, ça s'appelle comment et ça s'adresse à qui? Oui, on est présentement à l'apéro du réseau sous le thème « Maintenir la flamme ». L'apéro du réseau, c'est un événement qui se veut convivial, qui se veut vraiment agréable et tout à fait informel. On aborde un sujet d'actualité qui est l'immigration et la migration à travers le Québec. On essaie là, de prendre un peu le pouls de la population sur les enjeux qui sont vécus quand on change de région, quand on s'installe en Gaspésie, plus précisément dans Rocher-Percé. On sait que c'est un enjeu d'actualité, on l'entend sur toutes les lèvres. Il y a des choses qui bougent, notamment avec l'arrivée de plusieurs étudiants infirmiers qui vont arriver en octobre. Donc, on voulait en parler. On voulait préparer un petit peu ça. Il y a des services d'accueil déjà qui sont là pour les aider, mais on voulait savoir plus largement comment ça se passe dans Rocher-Percé. Est-ce qu'on a des idées pour améliorer finalement quand les gens arrivent ici, bien, le sentiment d'appartenance, le sentiment de bien-être, les services de proximité, de quoi on a besoin qu'on s'installe pour vraiment vouloir y rester et être bien dans notre territoire d'accueil. Pourquoi ces thèmes particuliers ont été choisis? On ne se le cachera pas, on a des projections démographiques qui sont plutôt inquiétantes. On a une population qui est vieillissante. Pour y remédier, on ne fait pas tellement d'enfants dans Rocher-Percé. C'est une réalité. C'est sûr que le besoin de nouvelles personnes dans la région va être une nécessité. Okay. Vous avez eu quand même plusieurs personnes. Est-ce que ce sera récurrent comme événement? Est-ce qu'on compte en faire d'autres? Oui, les apéros du réseau, c'est un événement qu'on fait environ 1 fois ou 2 par année. C'est pas quelque chose qui arrive à tous les mois, mais à chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité qu'on s'est dit on devrait en parler, on devrait aller chercher un petit peu plus la vision des citoyens par rapport à ça, bien, on va lancer un apéro du réseau, on va réunir les partenaires, les citoyens pour en parler, pour avoir une vision plus large, plus globale de cet enjeu-là, pour arriver à mieux le travailler finalement tout le monde ensemble. Et je termine avec la question, ça répond à un besoin, j'ai l'impression.
Oui, nous, on travaille au réseau en développement social avec certains enjeux qui ont été nommés. Puis c'est sûr qu'on a un des enjeux qui est de travailler la décroissance démographique, la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc, dans ce cadre-là, l'arrivée de nouvelles personnes et les projections démographiques qui sont basses, on s'est dit que c'était un bon moment pour finalement en parler. Merci. Alors, je m'appelle Stéphanie, je suis agente pour le programme Place aux jeunes au CJE Option Emploi du Rocher-Percé et aussi je m'occupe des activités d'accueil des nouveaux arrivants. Bon, très bien, c'est pas pour rien que vous êtes ici à cet événement. Pourquoi donc vous êtes ici? En fait, le réseau en développement social nous a contactés au CJE, là, toute l'équipe qui travaille autant au niveau de Place aux jeunes que du service d'accueil des nouveaux arrivants. Et ils nous ont demandé de venir à leur apéro du réseau parce que la thématique, c'était la démographie, dans le fond, l'inclusion, la dynamisation du milieu, les nouveaux arrivants, tout ça. Donc, on a invité les nouveaux arrivants à joindre à nous ce soir, puis on est ici un peu pour jouer un rôle On fait du réseautage, on fait du maillage entre les gens, on présente les gens qui ne se connaissaient pas, on invite les nouveaux arrivants à donner leur opinion au réseau en développement social sur certains enjeux. Donc, voilà. Il y a des enjeux qui sont importants. Intégration, démographie, logement. C'est très sérieux. C'est des enjeux très sérieux au sens où c'est la base, là, si vous voulez mon avis. Là. Si on n'a pas au minimum les infrastructures pour accueillir ces gens-là, ça pose des problèmes. Et pourtant, on a besoin de ces gens-là. On peut pas leur dire non, restez où vous êtes, on peut pas vous accueillir. Je veux dire, si on fait ça, bien, à un moment donné, on va manquer de gens dans les hôpitaux, on va manquer de gens dans nos services, nos restaurants, nos garages. Donc, c'est important là, qu'on continue de faire des efforts pour pouvoir accueillir ces gens-là ici. Et l'accueil, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se sentent chez eux, il faut qu'ils sentent qu'ils sont donc intégrés et qu'ils deviennent des acteurs du milieu. Absolument. Puis j'ai même envie de dire, si on réfléchit bien, là, il y a plein de choses qui ont été développées par des nouveaux arrivants. On n'a qu'à penser, par exemple, à l'Oktoberfest de Percé. Regardez les gens qui sont sur le comité organisateur de ça, c'est beaucoup des nouveaux arrivants. Je pense au comité jeunesse à Cap d'Espoir, c'est beaucoup des nouveaux arrivants ou des anciens nouveaux arrivants qui sont là-dessus. Il y a plein de choses qui se développent, qu'il y a des nouveaux arrivants en arrière de tout ça. Il y a des entreprises qui démarrent aussi, qui appartiennent à des nouveaux arrivants. Le Café des chefs d'enfants à Grande-Rivière. Puis de Caribou, si c'était pas d'un nouvel arrivant, on ne l'aurait pas. Nat et compagnie. Nat et compagnie, effectivement, le Black Whale là, qui leur appartient également. Donc, c'est le fun de voir ça aller, de les voir prendre leur place dans la société là, en Gaspésie. Puis, on est bien contents qu'ils soient là, nous autres, en tout cas. Dernière question, je vais parler aux organisateurs qui souhaitent donc renouveler ce type d'initiative. Ça peut juste être bon. Bien, absolument, absolument. Puis, nous, on est ici aujourd'hui dans le cadre de notre travail, mais il y a plein de nouveaux arrivants qui sont venus à titre personnel pour partager leur expérience de l'arrivée dans la région, puis donner leurs idées, puis leur opinion sur le développement, tout ça. Puis, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, rebonjour Madame Roy. Oui, rebonjour. Alors présentez-nous cette nouvelle arrivante. Oui, donc c'est Laurence Gratton qui nous arrive de Trois-Rivières. Donc je t'amène Laurence parce qu'elle a passé par les services de Place aux jeunes pour s'établir en Gaspésie au courant de l'hiver dernier. Hein, vous êtes venue une première fois, elle a fait un séjour exploratoire avec son conjoint. Ça leur a permis de venir voir leur futur milieu de travail, de créer des contacts professionnels. Puis ils ont finalement déménagé cet été. Ils ont commencé les deux leurs nouveaux emplois en Gaspésie. Puis on est vraiment contents qu'ils soient là parce que c'est des gens qui travaillent dans des services essentiels. Donc, vraiment très, très content de leur arrivée. Bien, merci beaucoup. Alors, à votre tour, présentez-vous. Oui. Je m'appelle Laurence. Comme on a mentionné, je viens de Trois-Rivières. Puis c'est ça. Moi, depuis janvier, là, j'ai visité la Gaspésie, puis on est tombé en amour là, avec la région. Puis officiellement, on est déménagé à la fin du mois de juin. Puis depuis fin juillet, j'ai commencé à travailler ici, là, à l'hôpital de Chenard, comme ergothérapeute. Comme ergothérapeute, je sais qu'il en manque des ergothérapeutes, on va être content de vous voir. Oui, bien c'est ça. Là, il y a beaucoup de services qui n'avaient pas d'ergothérapeute, fait que ça avait permis là, à d'autres programmes d'avoir des ergothérapeutes. Puis là, à l'hôpital, je suis la seule. On en prendrait d'autres s'il y en avait d'autres. Il n'y en a pas trop.
Alors, pour terminer, dites-moi, le message que vous lancez, donc je suppose que l'intégration va bien? Oui, bien c'est sûr que c'est un gros saut. Moi, j'étais une personne très proche de ma famille, je le suis encore. Puis ça a été ça le principal obstacle à mon départ. Même j'ai attendu longtemps avant d'annoncer à mes parents. Puis finalement, bien, mon conseil, c'est de s'écouter. Hein. On a un cœur, il nous dit quelque chose, puis c'est de faire le saut parce que ma famille, au final, est super contente pour moi. Ils sont venus me visiter. Puis on est encore plus proche parce que quand on se voit, on est encore plus content de se voir. Puis maintenant, il y a des communications là, qui nous permettent de rester quand même assez proche des personnes qu'on vit. Une dernière question. Ce type d'événement, donc, à votre avis, ça doit servir à quelque chose d'important. Ça doit être important d'organiser ce type d'événement. Bien, oui, comme j'ai mentionné, je me suis éloignée de ma famille. C'est encore plus important de créer des nouveaux liens. À mon emploi, j'ai créé des beaux liens avec mes collègues. Puis pour moi, c'est important d'en avoir à chacune de nos sphères de nos vies. C'est l'occasion de créer des rencontres avec d'autres passionnés de la région, avec d'autres personnes qui ont vécu les mêmes expériences que moi, pour vraiment avoir un sentiment d'appartenance encore plus fort pour la région. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Lydia Duchesne de TVCO nous présente le nouvel observatoire inauguré à Baie-Saint-Paul, un instrument scientifique de qualité qui permettra aux citoyens de plonger au plus profond de l'univers. L'Observatoire situé près du pavillon Saint-Laurent est un projet conjoint de la Ville de Baie-Saint-Paul et du Club d'astronomie de Charlevoix. Le télescope que vous voyez présentement, c'est un télescope de 14 pouces. Donc, c'est un gros diamètre. Et le télescope, parce qu'il est gros, il va capter beaucoup de lumière. Et un télescope comme celui-ci nous permet de faire de l'observation du ciel profond. Alors, quand on observe ce que nous, on appelle le ciel profond, ce sont des galaxies, des nébuleuses, ce sont des objets très lointains dans l'univers et qui ne sont pas très lumineux. Le projet de 100 000 $ a été financé à 70 % par la Ville dans le cadre de sa politique de ciel étoilé et à 30 % par le Club d'astronomie. Pour le club, c'est un investissement de 26 000 $. Avec cet argent-là, le club a acheté 2 instruments, celui-ci, le télescope de 14 pouces, et aussi une lunette astronomique. Alors, ce sont 2 instruments qui coûtent relativement cher. Ce sont des instruments scientifiques. Ce ne sont pas des jouets. Et donc, les gens qui vont manipuler les 2 instruments, ce sont des gens qui sont certifiés pour le faire. Tu vois, vous venez ici, 42. On va la mettre à l'envier 14-42. Autrement, l'observatoire lui-même représente pour la Ville de Baie-Saint-Paul un investissement de 70 000 $, ce qui n'est pas rien. L'observatoire appartient à la Ville, les instruments scientifiques appartiennent au Club d'astronomie. En plus d'observer les objets qui nous sont plus familiers, comme les étoiles, la Lune ou les planètes, le télescope de l'Observatoire pourra également permettre des observations du Soleil en toute sécurité grâce à un filtre spécialement conçu. On observe le Soleil avec nos instruments quand on fait de l'astronomie amateur, mais ça prend toujours des filtres appropriés. Jamais on observe le Soleil de façon directe. Puis quand on fait de l'observation avec un appareil comme celui-là, là je vois qu'il est équipé d'un ordinateur, est-ce qu'on doit déjà savoir où on cherche? Ou on peut Alors, juste explorer? La plupart des astronomes amateurs, on sait ce que l'on cherche, mais on a quand même maintenant une télécommande comme ceci qui nous permet littéralement de demander au télescope de pointer vers un objet que l'on choisit. Mais là, je pourrais aller, mettons, vers Mercure, Enter. Là, il va aller vers Mercure. On ne le verra pas, là, mais...
ça donne une idée comment ça fonctionne. La structure de l'observatoire est également motorisée pour suivre l'axe du télescope. Cependant, les deux systèmes sont pour le moment opérés de façon indépendante. Au cours des prochains mois, le club espère acheter l'équipement qu'il faut pour synchroniser le mouvement du télescope et du dôme. Donc ça va nous simplifier la vie, mais ça coûte quelques sous. Alors là, on va trouver l'argent d'abord, ensuite on va s'équiper. Le club pourra désormais non seulement bonifier ses activités publiques gratuites en accueillant jusqu'à 10 personnes dans l'observatoire, mais souhaite également être plus présent dans le secteur scolaire. Premièrement, il faut dire qu'on est en période de rodage, parce que l'observatoire avec ses moteurs électriques, tout ça, faut avoir de la fiabilité, de la structure. Puis on est en mode de certifier les gens qui peuvent opérer l'observatoire. Après ça, il y a tout le côté équipement, télescope, certifier nos gens. Ensuite, il faut dire qu'on est en partenariat avec la Ville de Baie-Saint-Paul. Ça nous permet d'offrir des séances publiques avec les gens. Une première activité publique s'y tiendra le 14 octobre de midi à 14 h à l'occasion d'une éclipse solaire partielle visible depuis Charlevoix. Puis une dernière observation des étoiles avant l'hiver le mardi 21 novembre à 19 h. La nature, le système solaire, tout cela, c'est à portée de main, on le voit, et je crois que d'en apprendre davantage, c'est toujours pertinent. Question un peu philosophique. Pourquoi s'intéresser à l'astronomie de nos jours? D'abord parce que la curiosité nous y pousse, parce que les mystères de l'univers nous fascinent et nous interpellent. Aujourd'hui, les jeunes sont tout aussi fascinés par les choses de l'espace. Il m'arrive de donner des ateliers dans les écoles. Et je peux vous dire que les jeunes ne sont jamais à court de questions. Je me rappelle les discussions embryonnaires qu'on avait au conseil municipal où on va ériger l'observatoire. On discutait avec les membres du club et le secteur du Boisé-du-Quai est un secteur qui est formidable, un secteur en même temps qui, lorsqu'on est en soirée ou la nuit, il y a beaucoup moins d'éclairage qu'à certains endroits dans la ville. Et en même temps, c'est un secteur qui est accessible. Ce qu'on voulait, c'est que les citoyens de Baie-Saint-Paul puissent l'utiliser, qu'on ne soit pas dans un secteur où c'est difficile d'accès. Donc, je crois qu'on a retenu un secteur qui est vraiment, vraisemblablement fait pour cela. Le Club d'astronomie accueille de nouveaux membres de tous âges en tout temps, au coût annuel de 35 $ et se rassemble une fois par mois à la bibliothèque René Richard. Connaissez-vous la télévision de Côte-Joyeuse Saint-Raymond? C'est une télévision communautaire mieux connue sous l'appellation CJRS qui prépare en ce moment une série d'émissions sur les télévisions communautaires qui sont situées partout au Québec. On écoute Marc Després de TV Métis. Eh bien, aujourd'hui, à Montjoly, on a de la belle visite. Une autre télévision communautaire autonome du Québec, CJSR. Qu'est-ce qui vous amène ici? Bien, d'abord, on a eu l'idée, nous, suite à une rencontre avec des représentantes de Cogeco qui étaient venues visiter toutes les TCA, les télécommunautaires autonomes dans la province de Québec. On s'est dit, c'est qui toutes ces télés-là? Ils étaient contents de venir nous voir, ils nous ont aimés, puis là, ils nous ont parlé des autres. Mais je dis, ça serait le fun de créer un système de réseautage, puis de permettre à toutes les autres télés de nous connaître, d'avoir l'occasion d'aller dans leur lieu de tournage, dans leur bureau, puis des contextualiser aussi dans l'environnement dans lequel elles vivent. Puis là, j'ai eu l'idée de leur proposer une série d'environ 10 épisodes. Chaque télé, 15 minutes, ça donne à peu près 10 si on tient compte que 20 TCA dans le Québec. J'ai demandé à Nathalie puis Sarah, les responsables, si c'était possible de faire ça dans l'année en cours, d'aller visiter tout le monde. Ben, elle a dit, ben oui. Donc, on va faire une dizaine de capsules de 30 minutes qu'on va présenter à tout le public dans la province de Québec dès l'automne 24. Donc, on espère que toutes les TCA vont être capables de diffuser en même temps cette série-là. Donc, on est dans les balbutiements. On a commencé par la Gaspésie. Donc, jusqu'à maintenant, ça se déroule bien?
Oui, on est vraiment intéressé à voir à quel point les télécommunautaires autonomes représentent leur population, leur communauté, mais aussi leur territoire. Puis on sait que la Gaspésie, c'est très grand. Fait qu'on a des télécommunautaires qui ont 15, 16, 18, 20 villages à couvrir. Fait que ça fait assez grand. En Gaspésie, les villages sont éloignés. Puis c'est vraiment intéressant de parcourir le territoire puis de voir les gens qui le représentent. Et à ce moment-là, donc, l'idée première, c'est vraiment donc, de mettre en valeur le travail qui se fait dans toutes les régions. Oui, tout à fait. Puis on a décidé de commencer ici parce qu'on respecte un petit peu la saison qui défile. Donc, on a commencé que c'est quand même vraiment un fait incroyable. Il y a 8 TCA dans la région de la Gaspésie. Puis, tu sais, il ne faut pas se le cacher, ma TV à Montréal ferme. Ils ont 1 an pour se tourner de bord. Ça devient fragile. Puis, la possibilité de permettre à l'auditoire d'avoir des nouvelles locales et ou régionales, c'est essentiel, là. Les gens ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur communauté, puis le rôle des télécommunautaires, c'est de le faire, tu sais. Fait que moi, je trouve ça nécessaire de... Tu sais, le fait de filmer toutes les TCA, ça va nous permettre de voir ce qui se fait là-bas, de s'auto-motiver, de se gratifier, puis on va enfin enlever l'étiquette de la télé communautaire. On est une télé locale qui informe les communautés dans lesquelles nous, on est placés, tu sais. Il faut dire que dans les régions, là, on peut dire qu'il y a vraiment des gens dynamiques, dévoués, qui tiennent justement à bien informer leur population. Oui, c'est ça. On commence notre tour de la Gaspésie. On est à notre 2e télévision qu'on fait, mais c'est ça, on voit vraiment que c'est un lieu représentatif de la communauté. Quand on rentre dans une télévision communautaire, dans une télévision régionale, locale, bien, on sent c'est quoi la communauté à qui on a affaire. C'est vraiment intéressant. Puis outre ça, il faut vraiment dire qu'il y a une crise des médias au Québec, puis partout, à peu près partout en Occident actuellement, avec les Facebook, Meta, etc., qui limitent le flot de nouvelles locales sur leur plateforme. De plus en plus, là, les gens sont friands d'informations locales, puis je pense que ça redevient d'actualité de plus en plus, les télévisions régionales. Et j'imagine que la dernière télé sera CJSR, mais comment allez-vous faire? Bien, je pense qu'on va vous demander, Marc, de venir avec votre équipe nous rencontrer. D'ailleurs, CJSR, ça veut dire Côte-Joyeuse Saint-Raymond. C'est toujours le fun de venir dans notre petit village. Le monde est de bonne humeur, c'est joyeux à mort. Donc, si tout ça déroule bien, donc, ce serait une série de 10 pour l'automne 2024? C'est des épisodes de 30 minutes. 15 minutes par télé. Donc, si on a 20 télés, c'est 10 épisodes. Automne 24, puis selon ce que Cogeco désire, c'est quand on la passe tout en même temps. Bref, une belle... Est-ce qu'on a déjà pensé au titre? Ou... Non, on n'a pas encore pensé au titre. On commence vraiment le projet, mais j'imagine qu'il va y avoir télévision régionale, territoire, je ne sais pas trop dans le titre. Mais... Chose certaine, soyez assurés, on va se faire un plaisir de les diffuser. Merci, c'est gentil, Marc. Bien, merci à vous deux. Merci, Marc. Alors, c'est tout pour le Bulletin des régions. Cette semaine, on espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les télévisions communautaires participantes et je vous dis à la prochaine.